Salut à tous, c'est Alain Duke. J'espère que vous allez bien. Après ces vacances, nous sommes au mois de septembre. Comme promis, nous allons de nouveau entamer les émissions que je vous propose Enquête. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important aussi que j'appelle donc Éden. En effet, Éden, quand on prend le mot Éden, bien sûr, c'est une référence au paradis qu'on aimerait retrouver. Éden, et c'est intéressant que quand on prend justement ce mot Éden, qui s'écrit E-D-E-N, en rajoutant un A devant, on entendra toujours le mot Éden, mais on va le prononcer légèrement différemment puisqu'il y aura un A devant Éden. Mais ce qui va être quand même assez troublant, c'est de voir que dans ce mot Éden, on retrouve bien ADN, c'est-à-dire A-E-D-E-N, Éden. Et il est vrai que toute personne qui commence à s'éveiller intellectuellement et spirituellement, ces personnes commencent tout doucement à avoir de l'information qui viennent d'on ne sait où. Et on peut s'imaginer assez rapidement d'où vient cette information, c'est-à-dire dans ces environ 97, voire même au-delà d'ADN soi-disant poubelle, comme nous disent nos généticiens, donc nous aurions de l'ADN qui ne servirait à rien, alors qu'en réalité, probablement, c'est de la mémoire, c'est-à-dire c'est du patrimoine génétique qui est sommeil en nous et qui est atrophié d'une certaine manière endormi. Donc cet ADN, qui est justement cette mémoire, qui tout doucement commence de nouveau à se réveiller en nous, nous donne une perception d'un autre monde. Comment est-ce qu'on pourrait justement sortir de ce diabole, de cette perversion, c'est-à-dire de cette version du Père qui nous est imposée, c'est-à-dire une version qui est basée sur le monde économique, sur le monde on va dire des lois bien sûr, puisqu'on ne peut pas s'imaginer les deux mondes séparés, c'est-à-dire qui parle d'argent parle automatiquement aussi d'actes notariés, de tout ce qui touche aux lois d'une certaine manière. Et donc, c'est ce monde dans lequel nous sommes encore actuellement. Les personnes qui commencent vraiment à s'éveiller et qui vont débloquer en eux leur mémoire ADN, qui donne en réalité toute l'information dont nous avons besoin pour concevoir un autre paradigme, et bien justement, ces personnes-là ont tout doucement la vision d'un monde qui est complètement différent du monde dans lequel nous sommes actuellement. Et encore une précision par rapport à ce mot Éden, donc justement, donc comme je vous ai dit, si on l'écrit avec la lettre A devant, nous retrouvons le mot ADN caché à l'intérieur, mais il est intéressant aussi quand on prend par exemple le mot arche de Noé. Donc l'arche de Noé, cette fameuse arche qui accueille des couples d'animaux. Donc quand on parle de couple, encore une fois, quand on regarde comment est composé l'ADN, on voit justement des couples, des branches ADN donc, qui viennent en couple. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend le mot arche de Noé, on voit, non, bien encore une fois, A-D-N, arche de Noé. Encore une fois, on voit que les anciens, quand on parle des anciens, bien sûr, on va bien au-delà du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans les cultures païennes qui avaient toute la connaissance, donc ils étaient déjà largement, ils savaient tout d'une certaine manière, ils étaient bien plus performants intellectuellement que nous aujourd'hui, même si on a l'illusion de croire que nous sommes plus intelligents que ces hommes d'hier. Il est vrai qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais le fait de ne pas avoir d'ordinateur faisait justement que leur ordinateur, c'est-à-dire l'ordinateur ici et l'ordinateur ici, était 1000 fois plus performant que notre cerveau, donc notre cerveau aujourd'hui, puisque nous déléguons toute notre connaissance, notre potentiel à un objet extérieur qui va faire le travail à notre place. Donc ces anciennes cultures qui avaient un schéma de vie qui était beaucoup plus proche de cet Éden dont je vais vous parler dans cette émission, justement, c'est à partir du moment où il y a eu cette inversion de pouvoir, c'est-à-dire que nous sommes passés, et là, ça sera le sujet probablement d'une autre émission, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais nous sommes passés du règne des pharaons noirs vers le règne des pharaons blancs. Quand je parle noir, on parle vraiment de pigmentation, de couleur de peau. Nous avons une inversion de pouvoir. Donc les pharaons noirs, ils avaient toute une autre manière de concevoir la vie, l'échange, le partage. Ils étaient dans une approche beaucoup plus ésotérique et métaphysique qu'à partir du moment où nous rentrons dans le règne du peuple blanc, qui va tout à fait inverser toute la science, toutes les sciences, toute la sagesse de ces anciens, donc de ces pharaons noirs, ils vont tout inverser et au lieu d'être dans l'éphémère, c'est-à-dire la version matriarcale, nous sommes rentrés dans l'effet père, mais qu'on peut aussi appeler justement
la perversion, la version du père. C'est-à-dire où tout doit être contrôlé d'une manière comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à travers les lois, à travers le système économique et tout ça. C'est-à-dire nous avons affaire à une élite aujourd'hui, des personnes qui maintenant depuis des générations, nous parlons de siècles, nous parlons peut-être même de millénaires, des personnes qui se transmettent une connaissance hermétique donc, qui leur permet justement d'asservir et de contrôler, on va dire, les moutons que nous sommes tous, puisque nous sommes en réalité rien d'autre que des esclaves. Après, des personnes vont peut-être bondir dans leur siège en entendant cela, en disant comment je ne suis pas esclave, je suis une personne libre, je peux faire ce que je veux. Eh bien, dites-vous que c'est faux, c'est tout à fait faux, c'est-à-dire que vous avez simplement l'illusion d'être libre, alors qu'en réalité, ils contrôlent tout. Et c'était justement ça aussi, le coup de génie qu'ils ont eu à un moment donné, c'est justement de retirer les chaînes des personnes qu'ils asservissaient, c'est-à-dire de ces esclaves réels. En leur retirant les chaînes, ils se sont dit, puisque vous connaissez peut-être l'histoire de Spartacus, donc nous avons affaire à un esclave qui à un moment donné va prendre conscience, il va commencer à se rebeller contre son état d'asservissement. Et ces élites, ils ont compris aussi que la manière d'exploiter les personnes ne pouvait pas durer dans le temps. Parce que même si vous avez, un exemple, même si vous auriez des esclaves à votre service, le soir, vous devez leur donner une soupe chaude minimum et aussi un toit sous lequel ils vont pouvoir passer la nuit. Donc vous voyez bien que même des esclaves ont besoin d'un service minimum, entre guillemets, c'est-à-dire manger et d'avoir un toit qui leur permet de se protéger des 4 éléments, donc, etc. Mais à un moment donné, cette élite a pris conscience qui, justement par cette intelligence, on va dire froide, c'est-à-dire on a quelque chose de très calculé, ils se sont dit on va leur donner l'illusion d'être libres, c'est-à-dire on va les libérer, on va leur retirer les chaînes d'une certaine manière, on va leur dire surtout vous n'êtes plus esclaves, mais au moment où ces personnes allaient les quitter justement, ils leur ont crié derrière, ils leur ont dit oh restez, on a du travail pour vous et vous allez même être rémunérés pour ce travail, c'est-à-dire vous allez même gagner de l'argent pour le service que vous allez nous rendre. Par contre, ce que vous allez manger et le toit sous lequel vous allez vivre, vous allez devoir le payer. C'est-à-dire soit une acquisition privée, entre guillemets, et vous savez bien comment ça fonctionne, vous êtes peut-être propriétaire, donc ça sous-entend un prêt auprès d'une banque, etc. Donc vous n'êtes pas vraiment propriétaire jusqu'au jour où vous allez peut-être avoir fini ce prêt, et encore, même si vous êtes propriétaire, vous savez combien vous payez de taxes, et tout ce qui va avec, donc pour pouvoir jouir de cette acquisition. Après, au niveau de la location, la même chose, donc vous n'êtes jamais vraiment libre de tout. Après, au niveau de la nourriture, la même chose, donc vous travaillez, pardon, vous travaillez au niveau du travail, encore une fois, pour se nourrir, on ne fait rien d'autre que de payer, 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 on est tout le temps asservi par ce système mercantile qui nous pousse. Si on travaille, c'est en gros que pour ça, pour payer des taxes, pour payer de la nourriture, pour payer, pour payer, pour payer. C'est-à-dire que ces élites, ils ont gagné sur le champ, c'est-à-dire que non seulement ils ont toujours des personnes qui travaillent pour eux, mais en plus, ils vont s'endetter d'une certaine manière et puis même ils vont acheter des produits que ces élites produisent d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est eux qui gèrent quand même tout ça. Donc cet argent qu'ils vont donner, eh bien, automatiquement, ils le reçoivent en retour de nouveau. Et voire même à travers les prêts, bien sûr, ils vont même gagner de l'argent, puisque aujourd'hui, un prêt, on est carrément dans quelque chose qui est complètement ridicule, puisqu'on est vraiment dans le virtuel absolu. Toutes les règles des banques d'antan, c'est-à-dire qu'il fallait dans le temps, il fallait qu'il existe donc dans un coffre-fort quelque part, il fallait qu'il y ait l'équivalent en or par rapport à l'argent qui circulait à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous sommes même plus à 10%, c'est-à-dire, je vais dire 10%, c'est-à-dire il n'existe encore plus qu'une réserve d'or qui représente 10% de l'argent qui circule dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes complètement dans un monde virtuel, de l'argent virtuel, où comme je dis toujours, bon après avec un petit trait d'humour, bien sûr, quand vous allez chez le banquier, il vous pète à la figure, c'est la même chose, c'est-à-dire il vous vend du vent, il n'y a rien. Par contre, tous les mois, quand vous allez rembourser votre prêt, c'est du vrai argent puisque vous avez travaillé tout un mois pour gagner cet argent. Et donc ce système, comme je l'appelle le système babylonien, qui est là depuis maintenant c'est pas nouveau.
encore des personnes, c'est toujours étonnant de s'imaginer que des personnes pensent que le monde mercantile, c'est quelque chose de récent, comme s'il n'y a que 300 ans qu'on commence à vendre et acheter. Ça a toujours été comme ça a toujours été voilà, de tout temps, c'est-à-dire à partir du moment où il y a cette inversion de pouvoir, où nous passons du règne des pharaons noirs au règne des pharaons blancs, où le système babylonien va être développé, où nous commençons à vendre, acheter, et alors on va dire, une chose qui est aussi donc vendue, etc., c'est les humains. Donc, et c'est là où on parle bien sûr du marché aux esclaves à une certaine époque qui s'est faite un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, ce mot esclave, justement, il est toujours intéressant de l'analyser, puisque, encore une fois, il faut arrêter de voir derrière ce mot esclave une personne de couleur noire, donc de peau noire, qui porte des chaînes et qui est dans un champ de coton. Le mot esclave, à l'origine, provient du mot ex-slavius, donc du latin, donc ex-slavius, qui veut, d'ailleurs en anglais, encore aujourd'hui, le mot esclave, c'est slave. Et le mot slave, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire slave. Donc, quand on prend les Romains à l'époque, justement, puisque cet empire babylonien, comme je l'appelle, donc ce règne babylonien, bien sûr, à travers le temps, il part de Babylone, de l'Égypte, il va traverser, il va rentrer, on va dire ce qu'on appelle la Grèce antique, il va rentrer dans ce système-là, mais surtout, derrière, il y a Constantin, donc les Romains, donc, qui vont continuer on va dire, ils prêtent allégeance à ce système, c'est-à-dire ils vont être le fer de lance de ce système babylonien, et surtout Constantin qui va après créer cette nouvelle religion, donc le christianisme. Et donc le mot slave, donc le mot esclave vient de slave, c'est-à-dire les anciens slaves, ex-slavius, puisque les Romains ont largement conquéri les territoires slaves, dont la fameuse Roumanie, qui porte son nom par rapport aux Romains, bien sûr, alors que le nom original de la Roumanie, c'est Dacia, donc le pays d'Achaia, et automatiquement, on comprend que c'est... Après, ça veut dire quoi le mot slave? Donc, vous allez auprès d'une personne qui est justement slave, vous lui dites que veut dire le mot slave? Il va dire ça veut dire glorieux. Ça veut dire glorieux. Donc, automatiquement, il est logique de comprendre que derrière le mot ex-slavius, on entend bien sûr le mot ancien glorieux. Ex-glorieux. Et c'est de là que part, on va dire, cette expression esclave, mais bien sûr, à l'époque des Romains, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, il y a eu de tout temps, bien avant, encore déjà des esclaves, bien sûr, sur cette planète, des personnes qui étaient exploitées, qui étaient de la main-d'œuvre gratuite. Donc, et après, c'est justement le coup de génie qu'ils ont eu, c'est justement de transformer cet état d'esclave où la personne a pleinement conscience de son état d'asservissement vers quelque chose de beaucoup plus subtil, où elle est même rémunérée. Vous vous rendez compte, l'esclave, il touche de l'argent, mais cet argent, il repart où? Dans les caisses du maître. C'est-à-dire, et c'est là où il y a tout ce côté sournois par rapport au système babylonien dans lequel nous sommes. À moins que vous fassiez partie de cette petite minorité de privilégiés qui avaient la possibilité d'investir de l'argent en bourse et de gagner plus qu'il n'en faut, vous faites partie de la grosse majorité de personnes où à la fin du mois, il leur reste juste assez pour dire, et encore si vous avez de la chance, je peux m'offrir un petit plus. Voilà, ça c'est en gros la vie d'une personne sur cette planète. Donc le fait de dire, je peux me payer une veste, je peux me payer peut-être, je peux aller une fois dans l'année en vacances. Et si vous pensez que ça, c'est un être libre, vous m'excuserez, mais pour moi, ce n'est pas être libre. Après, au niveau de la politique, exactement la même chose. Où est la liberté quand on sait exactement comment la politique, elle est pratiquée? C'est-à-dire, on nous met des personnages qui sont autant vendus l'un que l'autre, et on dit, faites le choix. C'est-à-dire, quand on prend les partis politiques, d'une certaine manière, c'est comme si on vous exposait 10 pots de vaseline, sauf que la vaseline a une autre couleur, c'est-à-dire la couleur des chakras d'une certaine manière. C'est-à-dire, n'importe comment, vous allez vous faire entuber par une personne qui est complètement à la merci, on va dire, qui a aussi porté allégeance à ce système babylonien, donc qui est une entité, un système qui fonctionne depuis maintenant des millénaires, on va dire, voilà, depuis qu'il a commencé. Bon, après, il n'a pas été abouti dès le départ, c'est-à-dire il s'est aussi peaufiné avec le temps. Petit à petit, le monde mercantile, il va rentrer. Aujourd'hui, on est dans l'informatique, bien sûr, donc ils utilisent aussi
les outils d'aujourd'hui pour justement pour peaufiner leur façon de contrôler le monde. Aujourd'hui, quand on parle de spéculation boursière, on parle d'achat et de vente qui se jouent sur quelques secondes. Il y a des personnes qui se font de l'argent en l'espace de quelques secondes. Donc, et c'est là où on comprend justement cet état-là dans lequel nous sommes réellement. Et ce n'est pas un paradis, c'est plutôt un enfer. Et c'est tout à fait logique puisque nous sommes dans la perversion, c'est-à-dire la version du pervers, alias le diable, celui... Après, n'allez pas chercher derrière ce mot, bien sûr, une entité diabolique, entre guillemets. On parle d'un concept, bien sûr. Nous sommes dans la perversion, la version du père, c'est-à-dire surtout la partie mentale de notre être qui veut tout contrôler. Et ça, c'est la spécialité justement du peuple blanc. Nous en reparlerons probablement dans une autre émission. Donc le blanc a cette particularité de tout vouloir contrôler mentalement. C'est comme ça. Et donc nous sommes dans cette version-là actuellement. Et là, on comprend aussi que ce monde-là, le résultat, c'est quoi? C'est la planète, elle est en train de complètement se disloquer, c'est-à-dire toutes les ressources de la planète sont décimées. Nous avons des catastrophes naturelles un peu partout, puisqu'il n'y a plus de logique, c'est-à-dire c'est à tout va, c'est-à-dire c'est la commercialisation, il n'y a plus le recyclage, il y a heureusement, il y a des personnes qui commencent à prendre conscience que voilà, la branche sur laquelle nous sommes assis, que nous scions frénétiquement, elle commence tout doucement à se casser. Donc il y a quand même des garde-fous qui disent qu'il serait peut-être temps de faire attention, parce qu'à un moment donné, à vouloir trop, toujours plus, c'est-à-dire c'est un comportement qui est complètement, on va dire, névrotique, c'est plus logique d'ailleurs. Moi, quand j'entends des personnes qui sont tellement riches, quand on parle même pas de millions, on parle de milliards, des personnes qui... Et d'un autre côté, on voit sur cette même planète des enfants, des familles qui doivent survivre avec quelques euros par jour. Donc vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est là donc où j'ai eu cette idée voilà, ça m'est venu comme ça. C'était je me rappelle, c'était en novembre 2014 par là. Donc j'étais avec mon fils, on était à Paris. Et en sortant de l'hôtel pour aller au cinéma, on était parti pour aller au cinéma. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas encore vu à Paris. Pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Comme je dis toujours aussi, le clochard avec sa bouteille de rouge qui est allongée dans une rue de Paris, ça fait partie hélas de la carte postale parisienne. Mais ce que j'avais vu ce soir-là, il était environ 9 h du soir, quelque chose comme ça. Il pleuvait légèrement, donc il ne faisait pas beau. Ce que j'ai vu, c'était des enfants qui devaient dormir dans la rue, avec leurs parents bien sûr. Donc ils étaient sur des gros matelas. C'était, voilà, pour moi, c'était une image que j'avais jamais vue. Je parle bien sûr, dans le monde, on voit des images où il y a de la misère et tout ça, mais je me dis, dans ce fameux Paris, qui représente quand même aussi la capitale du luxe et tout ça, donc on a quelques kilomètres plus loin, on a la place Vendôme, on a tous les quartiers chics de Paris, les Champs-Élysées et tout ça, de voir ce contraste entre d'un côté des personnes qui peuvent claquer 15 000 € pour s'acheter un portefeuille chez Louis Vuitton et à côté d'avoir des enfants qui doivent dormir dans la rue, je trouve que pour moi c'est une situation qui est complètement, on va dire, désolante et puis même aberrante, tellement c'est déséquilibré par rapport à cette observation. Après, il faut se dire aussi que quand on voit cet enfant dans la rue, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de souffrir, d'avoir un sentiment de souffrance en voyant cette image-là, puisque cet enfant qui ne connaît que cette condition-là ne vit pas la souffrance proprement dite. Cet enfant, pour lui, c'est normal d'être dans la rue. Comment dire, si maintenant vous retiriez cet enfant de la rue et puis vous le ferez vivre pendant une année chez vous, dans un confort, et là, après cette année où vous l'auriez chez vous, vous le remettriez dans la rue, automatiquement, cet enfant, il va commencer à souffrir. Mais là, dans cet état-là, il ne connaît que ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire c'est normal et ça doit rester comme ça. C'est ça la différence. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'ajouter une souffrance sur une personne qui ne souffre peut-être pas réellement, mais ça n'empêche pas, à travers l'observation que vous faites de cette situation, de dire ce n'est pas normal, ce n'est pas en équilibre.
Et justement, donc, vous voyez que je ne développe pas Eden, ça ne sert à rien, puisque si vous allez sur mon site Projet Alpha, vous allez voir qu'il y a un chakra rouge sur le côté, donc dans la page d'accueil, sur la page d'accueil, sur le côté gauche, il y a un chakra rouge, il y a marqué Eden dessus, et là vous allez rentrer dans la rubrique Eden, où il y a une vidéo qui dure 2 heures, où j'explique en long et en large ce qu'est cet Eden, c'est-à-dire cette perception que j'ai eue à un moment donné, qui ressemble d'une certaine manière à Projet Vénus de Jacques Fresco, donc un monde qui est complètement gratuit, mais on va dire qu'il y a quand même quelques différences par rapport à Fresco avec Projet Vénus, c'est-à-dire que dans cet Éden que j'explique, que je développe, il y a une approche très très spirituelle aussi derrière tout cela, c'est-à-dire aussi, puisque encore une fois, si on veut vraiment régler les problèmes à la racine, vraiment réellement, il faut aller à la racine du problème. Et cette racine du problème, ça restera toujours la famille, l'éducation parentale. Donc de replacer vraiment au centre de n'importe quelle, on va dire, collectivité, l'importance de ce que représente une famille. Et là, je vais vous dire même que cette famille soit unie, c'est-à-dire le père et la mère toujours ensemble, voire même séparés. Puisque moi, je peux montrer un exemple d'un couple, mon ex-épouse et moi, nous sommes peut-être séparés aujourd'hui, mais nous n'avons jamais, comment dire, rejeté ou bien mis de côté notre rôle de parent. C'est-à-dire que, et nous nous entendons très bien, donc mon ex-épouse et moi, notre fils, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir peut-être ses parents qui vivent à 2 endroits différents, mais ce n'est pas pour ça que la famille, l'esprit familial et aussi le rôle que doit jouer le père et la mère, il reste toujours intact dans notre façon de communiquer avec notre enfant. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours être d'accord ou bien rester tout le temps avec la même personne. On va dire, ce sont des choses il ne faut pas se forcer. Et parfois, des parents qui se forcent justement de rester ensemble pour justement préserver, soi-disant, la famille, ils font plus de mal, plus de tort, puisque sur un plan énergétique, les enfants sont des éponges et ressentent justement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus entre les parents. Donc, et justement, c'est là où je dis que la famille, c'est quoi? C'est être père et mère pour cet enfant et qu'ils soient ensemble ou pas ensemble. Et même dans l'Éden que je propose, qui est un point très important, puisque c'est un monde gratuit, mais après, bien sûr, un monde gratuit veut dire aussi que les choses, les lieux dans lesquels vous vivez, les moyens de locomotion, tout ce que vous pouvez, les choses auxquelles vous pouvez accéder, ils ne vous appartiennent plus réellement, ça appartient à la collectivité. Donc, encore une fois, il y a des personnes qui vont dire « oui, mais tu es communiste, tu parles comme un communiste et tout ça, et tu as bien vu ce que ça donnait le communisme, ça s'est effondré, ça n'a pas fonctionné. » Et puis je dis bien sûr que ça n'a pas fonctionné, ça s'est effondré. Et pour la simple raison que le communisme a été imposé aux personnes. C'est-à-dire que d'un côté, on a du capitalisme, où c'est la loi du plus fort, de l'autre côté, et après il faut aussi se poser la question, mais c'est qui a créé le communisme et pourquoi ? D'accord? Puisqu'on a quelque chose qui est complètement à l'opposé du capitalisme. Mais quand on sait que, par exemple, Lénine, quand il est parti, il faut savoir qu'il était au Canada, il est parti avec des lingots d'or, il a transité à travers la Suisse pour arriver jusqu'en Russie pour faire son putsch, il avait des lingots d'or avec lui. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est d'où viennent ces lingots? Autant que je sache, j'étais au Canada, les lingots d'or, on ne trébuche pas sur des lingots d'or. Donc, et c'est là qu'on comprend aussi, encore une fois, que c'est toujours cette même élite qui contrôle le monde, qui a créé le communisme. Donc, on va parler des noms Rothschild, on va parler des grandes banques de ce monde qui avaient besoin de créer une force contraire au capitalisme pour actionner ce que j'appelle la pompe Afrique, c'est-à-dire d'un côté on aura les rouges, de l'autre côté on aura les bleus, les Américains, cette fameuse guerre froide, qui va quand même leur permettre de faire encore plus d'argent. Et justement, ce communisme a été imposé à des personnes. Ça n'a pas été une philosophie qui a été... parce qu'encore une fois, on ne peut pas passer du modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui à un autre modèle du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit être partagé. Et encore, comme je dis aussi, Rome ne s'est pas construit en un jour, c'est-à-dire quelque chose qui doit tout doucement mûrir dans les esprits des personnes, de comprendre que nous avons tous intérêt de rentrer dans un autre paradigme qui est basé sur un monde gratuit.
Mais ça demande un énorme lâcher-prise sur l'ego, sur la possessivité, puisque là, les choses autour de nous, ce n'est plus notre possession, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la collectivité, mais de temps de mon vivant, je peux jouir de tout ce que cette collectivité peut m'apporter. Et au moment où je vais quitter ce monde, je n'ai pas besoin de léguer, de laisser à mes enfants un patrimoine qui m'appartient, puisque je sais que le monde dans lequel il va évoluer va tout lui apporter. La seule chose qu'on lui demande, c'est une part de son temps qui est vraiment, si on parle de valeur, quelque chose qui a de la valeur, ce n'est pas de l'argent. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est le temps que vous allez donner à cette collectivité. Donc du temps. Et combien, on va dire, au lieu de travailler, je vais dire 40, 50 heures comme certaines personnes, nous sommes sur quelque chose qui tourne autour d'une vingtaine d'heures. Donc imaginez que vous faites avec passion un métier qui vous plaît, on vous donne même le temps largement pour apprendre ce métier. On n'est plus du tout dans cette course où le gosse il doit le plus rapidement possible devenir un esclave pour servir le système, mais on lui donne son temps pour qu'il puisse, à un certain âge, c'est-à-dire vers 25 ans, faire un choix professionnel. Et là, il va, en conscience, il va rentrer dans cette profession qu'il a décidé de faire. Et il va donner de son temps, c'est-à-dire, ça c'est la vraie valeur, il va donner une vingtaine d'heures, bon, 16, 20 heures, ça dépend, pour la collectivité, et en contrepartie, il a tout gratuitement. Comme ça, on se débarrasse aussi de ce problème d'échange, puisqu'il y a des personnes qui parlent d'échange, de troc, et tout ça. Je dis, mais ça, c'est d'un point de vue logistique, c'est ingérable, le troc. Mais si vous faites un métier qui vous plaît, et je dis bien pas travailler, mais faire un métier qui vous plaît, donc c'est là où il y a toute la noblesse derrière le mot faire un métier ou œuvrer pour la collectivité, alors que le mot travail vient du mot tripalium, c'est-à-dire la torture. Donc si vous œuvrez pour la collectivité, vous donnez une part de votre temps, donc gratuitement, vous avez aussi le droit de jouir de tout ce que cette collectivité peut vous apporter. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait logique, mais on ne peut pas l'imposer aux personnes. Il faut que ça soit enseigner aux plus jeunes, leur expliquer qu'on pourrait on pourrait se diriger vers une forme de collectivité qui a cette image-là, au lieu de continuer, encore je ne sais pas combien de siècles, à laisser une petite élite nous contrôler. Mais encore une fois, ça demande une certaine prise de conscience, un lâcher-prise sur le côté possessif, l'ego qui a justement peur de manquer. Donc toutes ces choses-là, et c'est pour ça aussi que cet Éden, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est encore basé sur le monde mercantile. Je me vois assez souvent condamné ou jugé par rapport au fait que je demande aussi encore une entrée pour mes conférences ou bien l'atelier que je propose qui s'appelle Maîtriser la matrice, que je demande aussi un forfait pour cette journée, donc qui n'est pas exagéré non plus. Donc je me vois régulièrement condamné, me dire mais pourquoi tu ne donnes pas ça gratuitement? Alors il faut savoir tout simplement, et là je vais un petit peu répondre parce que je dois tout le temps j'aurais pas besoin de me justifier, mais là je vais vous donner une réponse quand même assez claire et nette. C'est-à-dire que mon propriétaire actuellement, là où je vis, si je lui parle d'Éden et je lui parle d'un monde gratuit, il va dire écoute, ça c'est ton monde, j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux c'est tous les mois un loyer de temps et tu as à le payer. Et après je vous dis pas les factures et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui nous sommes encore dans un monde où on a besoin d'argent. De mon côté, en tant qu'agitateur de conscience, en tant que théoricien holistique, vous voyez bien combien ce que je fais, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai même, d'un point de vue professionnel, j'ai libéré 50% donc je me suis libéré à 50% pour pouvoir encore plus partager, pour faire des vidéos, des conférences, des ateliers, pour pouvoir me déplacer, pour justement répandre ces informations qui vont dans tous les sens. Vous voyez bien que je peux passer aussi bien de sujets métaphysiques, ésotériques, à on va dire des sujets beaucoup plus terre à terre, comme par exemple la structure d'une collectivité qui est plus harmonieuse. Donc pour partager tout cela, j'ai besoin aussi de mon temps, de récupérer mon temps pour pouvoir le faire. Mais qui dit une coupure de 50% professionnellement, dit aussi une coupure de salaire de 50%. Donc d'un côté, si je demande encore aujourd'hui une certaine contribution aux personnes qui viennent me voir, sans exagération bien sûr. Et puis je vous donne aussi cette information pour les personnes qui ne savent pas. Toutes les conférences que j'organise, il y a toujours 5 places gratuites. Donc c'est-à-dire pour les plus démunis, les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, j'offre toujours 5 places pour ces personnes-là en espérant avoir affaire à des personnes sérieuses qui sont vraiment qui ne vont pas retirer cette place à d'autres personnes qui auraient vraiment besoin à ce niveau-là.
qu'il n'y ait pas de personnes qui profitent, bien sûr. Et voilà, donc c'est pour vous dire que je fais des gestes aussi pour montrer pour moi, le but, ce n'est pas faire de l'argent. Mais j'ai besoin d'une certaine somme mensuelle, ici dans la 3D actuelle, pour continuer de pouvoir, et ce n'est pas en m'appauvrissant, ou bien en allant vivre dans une grotte, ou bien dans une cabane au fond d'une forêt, que je vais pouvoir mieux partager. Et je vous donne un exemple encore très bête. Demain, mon ordinateur, il me lâche. Ben, si je n'ai pas d'argent, je ne pourrai plus communiquer, tout simplement. Nous sommes dans un monde informatique aujourd'hui où justement beaucoup de choses se font à travers le partage des médias. Donc, vous voyez que tous les semaines, tous les lundis, aujourd'hui, je fais une petite intervention live sur Facebook qui s'appelle À lundi. Et donc, si demain, mon ordinateur me lâche, j'aurai besoin d'une certaine somme pour pouvoir m'en payer un autre, qui soit neuf en occasion ou n'importe comment. Dans le monde actuel, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut nourrir l'idée, partager l'idée philosophique, spirituelle, dans tous les sens du terme, donc, d'un monde qui serait beaucoup plus en harmonie, où les personnes vivent gratuitement et tout simplement de partager cette information pour que, comme des graines, vous savez, on met dans la tête des personnes ces idées, puisque les gens sont tout le temps en train de se plaindre malgré tout. Nous sommes vraiment autour de nous des personnes qui se plaignent des taxes. Vous savez, quand moi je vois des choses qui pour moi me paraissent tellement aberrantes et je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent continuer de nourrir ce système? Vous avez un jardin, vous avez acheté une maison, vous avez votre terrain, vous avez le malheur de mettre une serre qui dépasse les 6 mètres carrés, vous devez payer 200 € presque de taxes pour planter des tomates dans une serre. Et les personnes disent, bah oui, c'est comme ça, il faut payer. Mais le problème, c'est si une personne ne le fait pas, il va avoir des problèmes avec, bien sûr, l'État. Mais si les gens s'éveillent réellement et comme un homme, et c'est ça la clé, bien sûr, comme un homme disent « stop, on nourrit plus le système », là, ça pourra fonctionner. Mais aussi longtemps que les personnes se la jouent individuelles et il n'y a pas cet échange d'informations, c'est pour ça aussi que le Eden, c'est rien d'autre que de l'inception, c'est-à-dire de transmettre cette information qui va germer dans les esprits pour qu'un jour peut-être les personnes disent tous ensemble, fini, stop, on arrête de nourrir ce système et on passe vers un autre monde où on va complètement transformer le paradigme, c'est-à-dire un monde gratuit, des échanges, le partage et tout ça. Et automatiquement donc l'exploitation du système babylonien touchera enfin à sa fin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je vous dis encore une fois, sur mon site Projet Alpha, à la rubrique Eden, justement, vous allez pouvoir voir justement tout ce que j'explique par rapport à ce monde différent, donc cette collectivité qui fonctionne différemment. Donc, je vous invite à aller sur mon site et voir Eden. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!